faut pas mettre la charrue avant les bœufs, là, je pense. Je veux dire, en cinéma, en art, encore une fois, l'analogie sportive, mais il faut... c'est les heures qui sont pas glamour, où tu travailles fort, qui finissent par payer tout de même. Ça, c'est vrai. Je veux dire, surtout la création artistique, il y a beaucoup de moments très solitaires où on gratte notre âme, puis on sort nos tripes, puis on les met sur la table. Tu sais, il y a quelque chose d'un peu... genre d'auto-cannibalisme un peu intense, tu sais, dans le processus artistique, puis ça vient avec un effort, tu sais, c'est pas vrai qu'à chaque seconde de chaque minute de ma vie, tu sais, je suis heureux exactement dans ce que je fais. As a whole, oui, globalement, oui, je suis un cinéaste, c'est tout ce que je sais faire de mes 10 doigts, puis je vais continuer à le faire, mais ça vient aussi avec une part de sacrifice. Bonjour et bienvenue sur mon podcast. Ici, j'invite les pros du cinéma à partager avec vous leur méthode de travail. De l'écriture à la sortie d'un film, comment ne pas baisser les bras quand ça coince. Bonne écoute! Salut Pascal! Bonjour, bonjour! Comment vas-tu? Ça va très très bien, merci pour l'invitation. Tu es un réalisateur et scénariste québécois. Ton dernier film, Nadia Butterfly, a donc été la seule production canadienne sélectionnée lors de la dernière édition du Festival de Cannes. Félicitations! Ouais, merci. L'édition fantôme. L'édition fantôme. Ça va passer à l'histoire pour ça, j'imagine. Ton film parle des difficultés de la retraite sportive pour une jeune femme qui cherche sa voie après bien des années de sacrifice. Mm-hmm. Et avec ce film, j'ai appris vraiment à connaître ton propre passé à toi. Donc, tu es un ancien athlète. Oui, absolument. Mais j'ai quand même arrêté, moi, à 19 ans. C'est-à-dire que j'étais de niveau national. Moi, vraiment, quand j'étais ado, même jeune adulte, j'étais nageur avant tout. Puis... artiste en mineur, mettons, là. C'était ça l'ordre. Mais tout de même, moi, j'ai pas passé ma vingtaine là, dans le sport de haut niveau. C'est une grosse différence. Je pense que quand tu as 19 ans, tu es entre 19 et peut-être 25 ans, on dirait que c'est vraiment les années où tu travailles sur la personne que tu vas devenir professionnellement, un peu pour le reste de ta vie, d'une certaine façon. Moi, je ne l'ai pas passé dans la piscine quand même, ces années charnières-là. À l'université, quand j'ai fait l'Université Concordia en cinéma, je nageais déjà plus. Je voulais comme pas faire les deux à moitié, donc voilà, j'ai raccroché le speedo, comme on dit, puis j'ai pris une caméra. Mais quand on parle des années de sacrifice, bon là, évidemment, on a affaire à une athlète de haut niveau, mais ces sacrifices-là, malgré tout, est-ce que tu les as connus toi-même? Oui, dans une certaine mesure, tout de même. Je veux dire, allons-y du sacrifice le plus de base, mais tu sais, je veux dire, pour moi, disons... sortir, faire la fête, le rapport au sommeil, à l'alimentation. Moi, je me couchais pas tard quand je voulais, je mangeais pas exactement tout le temps ce que je voulais, quoique, là, je n'étais pas le plus à cheval sur l'alimentation, mais bon. Okay. Mais surtout le rapport vraiment, c'est ça, sommeil, fête, alcool, il y avait définitivement des restrictions par rapport à ça. Puis quand tu as 17, 18, 19 ans, d'habitude, c'est les années où tu vires un peu fou, là. Ça créait vraiment un décalage social étrange parce que, tu sais, comme, mettons, moi, le concept de genre juste prendre un verre, tu sais, prendre une bière, discuter entre amis, c'est comme ça n'existait pas. C'est pour nous, quand on était dans des saisons creuses, un peu entre deux cycles, nous, le rythme, c'était, 6 jours semaine, on est à notre affaire en natation, à l'école, on boit pas, tout ça. Puis les samedis soirs, on virait fou, on faisait le party comme des débiles. Donc, ça créait un genre de boulimie là, dans tout ce qui est sensation. Là. On dirait on se prive. Donc, de l'autre côté, quand on peut prendre, on prend tout. Je pense, Nadia, j'essayais un petit peu d'illustrer ça, là, cette espèce d'immaturité dans le plaisir. Là. C'est quelque chose d'un peu boulimique, puis un peu immature peut-être dans le comportement. Là. De mon côté, je t'avoue, là, j'ai toujours été, mais vraiment fascinée par la préparation mentale chez l'athlète. Vous apprenez vraiment des techniques qui vous propulsent là, littéralement dans la réussite de vos objectifs. Et pour moi, la préparation mentale, en fait, ça s'applique à tous les domaines. Tu sais, un auteur, il peut décider, OK, je vais écrire un livre, et un autre auteur, il va décider, lui, d'écrire un best-seller. Donc, sur la ligne de départ, au niveau juste de la pensée, de la psychologie, ta motivation est différente. Tu écris un livre, mais ta ligne d'arrivée n'est pas forcément la même. Comment, toi, tu vis par rapport à ça? Oui, tu as tout à fait raison. La seule nuance que je mettrais, c'est que je trouve qu'en art, disons, dans mon métier aujourd'hui, qui est un peu récolter ce que l'on sème, est un petit peu... C'est un peu le fruit du hasard. Hasard, c'est peut-être trop fort comme mot, mais tu sais, je veux dire, on peut bien rêver, disons, là, d'une sélection en festival prestigieuse et tout ça, mais reste que ça, c'est
hors de ton contrôle totalement. Tu sais, je veux dire, Ouais. on sait que lorsque le film est fini, ensuite, c'est l'étape des bouteilles à la mer. Puis l'étape des bouteilles à la mer, moi, j'ai toujours, c'est peut-être l'ex-athlète qui parle, mais moi, je trouve que c'est le moment le plus difficile ou presque de. Il y a deux moments difficiles, là. L'autre, c'est le premier montage, là. Lorsqu'on fait un rough cut d'un film, mon Dieu, ça, c'est toujours la dépression. Ah ouais, Mais pour ouais. revenir à la période finale, moi, je trouve particulièrement difficile la période de limbe. C'est comme si, encore une fois, pour faire l'analogie sportive, c'est comme si l'athlète ou l'artiste a créé ce qu'il pouvait, du mieux qu'il pouvait. Faire le film, il n'y a pas tant de hasard. Je veux dire, il y a des imprévus sur un tournage, mais tout de même, on surfe un éboulement, oui, mais ultimement, on rapièce ça au meilleur de notre capacité, puis ça reste, c'est ça, c'est pas indépendamment des autres. Par contre, ensuite, la réception d'un film, justement, d'éventuelles sélections en festival, un succès box-office, bon, nommons-le, des prix, Ouais. whatever. Tout ça, c'est carrément au fruit du hasard. Donc, en ce sens, moi, je peux pas vraiment me projeter dans l'avenir avec le cinéma de la même façon que je pouvais avec le sport, par exemple. Ou littéralement, je pouvais fermer Ouais. les yeux, puis, je sais pas, faire mon 100 mètres papillon dans ma tête, puis me chronométrer, puis réouvrir les yeux, puis voir le temps que j'ai fait dans ma visualisation, puis que ça soit en dedans d'une seconde du temps que je visais en compétition. Tu sais, ça, c'était fou. Mais en art, je veux dire, on peut rêver à Cannes, mais ça reste un rêve, tu sais, tant que ça arrive pas tout cul dans le bec, disons. Mais écoute, j'ai quand même connu un réalisateur qui avait, mais vraiment comme objectif, d'aller aux Oscars et il est allé. Oui, oui, Okay. oui. Mais il était tellement mindé sur le fait, c'était très important pour lui de se rendre là. Mais en même temps, je comprends qu'est-ce que tu dis. Il peut avoir, ouais, la chance, le hasard. Mais est-ce qu'à un moment donné, ça découle pas aussi d'une série de bons choix que tu fais en amont, de l'écriture, même jusqu'à la distribution? Ah ben oui, 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 peut-être, absolument, mais puis on l'a créé notre chance, c'est sûr, je veux pas rabattre à tout ça, Ouais. sauf que il y a des tonnes de bons films qui, des fois, on a un sentiment d'injustice, tu sais, moi, je suis cinéphile aussi, je regarde beaucoup les films des autres, de mes collègues, de mes amis, puis Ouais. ben, de n'importe quel film anyway, là. Mais puis des fois, il y a des films que je me surprends, je me dis, coudonc, ce film-là n'a pas fait un festival disons, de catégorie A, alors que, tu sais, moi, c'est peut-être un de mes 10 films préférés de l'année. Tu sais, ça arrive vraiment. Donc, en ce sens, on est rabattu à une certaine subjectivité dans le regard de l'autre qui est pas du tout dans un absolu. Puis quand c'est pas dans un absolu, c'est là où je mettrais le bémol. Un athlète, des centièmes de seconde, des secondes, là, on parle d'un absolu, quelque chose d'un peu immuable, c'est objectif. La réception critique, la réception artistique, on est quand même un peu plus de l'ordre subjectif. Est-ce que l'athlète en toi donne parfois des conseils à l'artiste? Ben, la vertu de la routine. Tu sais, disons, là, je suis en processus d'écriture, pour tout dire, puis c'est pas tant, des fois, de faire une grosse journée Ouais. où on écrit 8 heures de temps. Bon, déjà, écrire 8 heures de temps, c'est pas full possible, en tout cas pour moi. Mais c'est plutôt d'en faire un bon 2-3 OK. heures, souvent Efficace. l'avant-midi, Ouais. efficace, mais chaque jour. Tu sais, pour moi, il y a énormément de valeur dans la petite action répétée, mais l'action qu'on fait bien. Tu sais, moi, bon, encore une fois, l'ex-athlète en moi me ramène à. On dirait que des fois, je rame à contre-courant. Tu sais, quand tu es trop fatigué, tu Ouais. travailles, ou tu relis 3-4 fois la même phrase parce que tu n'es pas concentré. On dirait que moi, je travaille pas dans ce temps-là. Tu sais, je suis rendu, je pense, assez alerte à ces signaux de mon corps Ouais. ou de mon corps ou de mon esprit pour être capable de me dire, OK, non, là, ça sert à rien. Je suis aussi bien de faire une sieste, d'écouter un film, de lire, de faire quelque chose Donc d'autre. tu te forces pas à écrire pour booster ta créativité, tu laisses passer Oui, ce oui. moment-là. Oui, oui, quand même plutôt, c'est quand même plutôt comme ça que ça se passe. Puis, Ouais. puis c'est mieux des fois de finir un peu sur sa fin. Tu sais, je sais qu'en écriture, comme je dis, souvent, moi, c'est de 9 à midi le matin que c'est mes meilleures heures, disons. Puis des fois, je suis sur un élan, puis des fois, tu as envie de continuer, puis c'est correct, tu continues. Mais des fois, on dirait que c'est le fun aussi de finir sur un high. Tu sais, c'est comme, ah, tu sais, ça allait bien, puis là, il est rendu midi, puis tu es fier de ce que tu as fait, puis c'est bon, tu le laisses reposer jusqu'au lendemain. Il y a quelque chose de fini. C'est comme un bon entraînement, tu sais, où tu as fini, puis tu n'étais pas la langue à terre en hyperventilation. Tu as Ouais, fait comme, ouais. tu sais, l'entraînement s'est bien déroulé, puis c'est bon, puis demain, il y en aura un autre, puis on va aller encore plus loin demain. Tu sais, il y a quelque chose de
de pas tout le temps se siphonner à la tâche. Ça vient aussi peut-être, écoute, des analogies sportives, on peut en faire. Mais OK, là, tu es en période d'écriture. As-tu besoin d'écrire seul? Là, c'est tout nouveau, tout récent. Le scénario sur lequel je travaille en ce moment, c'est une co-scénarisation. Et c'est la première fois de ma jeune carrière, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Fait que ça, c'est nouveau. C'était une adaptation. Mais somme toute, ça se passe très bien. Est-ce que tu as une routine, des rituels quand tu écris? Bon, tu écris surtout le matin, 9 à midi, mais as-tu un environnement de travail vraiment? Tu écris toujours au même endroit? C'est drôle, d'un film à l'autre, on dirait qu'on affûte un petit peu ces trucs, je pense. On dirait que ce qui a fonctionné, la méthodologie qui fonctionnait bien, on a tendance à vouloir la calquer puis à l'affûter d'un projet à l'autre. Ouais. Fait que oui, j'ai commencé à m'auto un petit peu à analyser là-dessus, OK. encore une fois, par rapport à mon biorhythme, où est-ce qu'ils sont mes bonnes heures, qu'est-ce qui fonctionne bien pour moi. Moi, je sais que, tout dire, lorsqu'on dirait que, c'est-à-dire, j'essaie de faire converger pour qu'une version 1 soit déjà une version présentable. Puis je sais que c'est drôle parce qu'on dit tout le temps, bon, écrire, c'est réécrire, hein, comme on dit. Ouais. Puis Hemingway disait la première version de n'importe quoi, c'est de la merde, bon, tout ça. Oui, sauf que moi, je fonctionne beaucoup par incubation, puis j'aime ça laisser vraiment macérer les éléments longtemps avant de les mettre sur papier. Puis une fois qu'on les met sur papier, il y a quelque chose de, pas de l'automatisme, mais ça gaule. Il y a quelque chose d'assez, pour faire une V1, le plan aura été travaillé en amont très assidûment. Ouais. Lorsque c'est vraiment le temps de le mettre en formule scénario, ça peut prendre peut-être une dizaine de jours pour pondre une V1, sauf que c'est complètement faux de dire que ça prend 10 jours parce que ça faisait 4 mois que je peaufinais le plan de travail, le synopsis long, là, comme on dit dans le processus. Donc, il y a quelque chose de... Parce qu'on dirait que pour moi, c'est très... ça me ligote un peu une fois que c'est mis sur le papier. C'est-à-dire, une fois, on réécrit toujours, puis on retravaille toujours les éléments, mais pour moi, mettons, je sais pas, rajouter un nouveau personnage ou changer un acte au complet ou drastiquement là, refondre un film, à ce jour, ça m'est jamais arrivé, puis j'espère que ça m'arrivera. En tout cas, j'essaie d'éviter là, ce genre d'impasse. Okay. Beaucoup de temps de réflexion en amont, puis une genre de période d'incubation pour que lorsque c'est le temps d'ouvrir le robinet, ben, ça coule. Et tu prends, j'imagine, une certaine prise de notes avant, quand tu es en période de réflexion, tu accumules les petits post-it ou comment tu fais? Je suis pas trop post-it, mais j'ai des documents avec plein de notes, des bullet points, puis des documents Word à tout fendre là, sur mon ordinateur, ça, j'ai ça. Puis il y a aussi que lorsque tu te donnais un bon temps en amont, en visionnant donc beaucoup de films, c'est pas de l'emprunt, mais c'est juste des fois tu regardes un film, ça peut ne même pas avoir rapport, sauf que tu vois une scène qui te fait penser. Tu es tellement immergé dans l'univers de ton scénario à écrire que là, tout à coup, tout ce que tu regardes, tout ce que tu vois, tout ce que tu lis, tout ce que tu écoutes, nourrit, c'est comme si tu travailles sans travailler. Puis, encore une fois, je reviens au sport, mais moi, ça m'aide aussi des fois de faire, bon, on dit souvent, faire circuler le sang, il y a des gens qui vont prendre des marches, bon. Moi, c'est soit la course à pied ou là, j'ai repris plaisir à aller nager. Là, ça, c'est tout récent. C'est post-Nadia Butterfly. Là, ça faisait depuis 2008, je n'avais pas vraiment nagé pour m'entraîner. Puis là, ça t'a redonné le goût. Oui, ça m'a redonné le goût, c'est drôle. Mais ça, c'est des bons moments méditatifs pour laisser reposer. Lorsqu'il y a un nœud aussi, on dirait que ces nœuds-là sont souvent déliés dans le mouvement pour moi. Puis donc, le sport aussi fait effectivement donc, intrinsèquement partie de mon processus. Ah, tu vois, Mélanie Carrier aussi, la réalisatrice, donc me parlait qu'elle trouve vraiment ses idées en mouvement. Il faut vraiment qu'elle soit en mouvement. Ben, c'est brutal de se clouer à une chaise pendant 8 heures de temps ou je ne sais pas combien d'heures qu'on peut écrire vraiment. Là. Comme moi, je dis, quand moi j'ai fait 3 heures d'écriture, il y a d'autres sortes de travail plus automatique peut-être, où là, oui, on peut faire des longues heures, mais vraiment l'écriture... moi, je suis fatigué là, après 3 heures. Même si tu écris 1 heure par jour, cette heure-là, comment tu vas l'encadrer, comment tu vas la maximiser, en fait. Si tu es complètement à fond pendant 1 heure, c'est vrai que des fois, ça peut équivaloir 6 heures de temps à avoir perdu
je ne sais pas combien de minutes, tu sais, évidemment, les fameux réseaux sociaux, Ouais, on les procrastine un peu, notifications, ouais. les... Ouais, ben c'est ça, c'est ça. Il faut vraiment essayer. Moi, j'ai vraiment essayé d'évacuer ces genres de temps-là où je suis un peu, je flotte, puis je suis pas vraiment concentré à rien. Tu Ouais, sais, ça, je le garde pour flâner, pour découvrir, aller sur Internet, checker des vidéos, écouter de la musique. Tu sais, je veux dire, j'en ai aussi, comme tout le monde, du temps où je suis pas dissipé, puis, mais idéalement, c'est pas ces heures-là ouais, qu'on met lorsqu'on écrit, par c'est exemple. Bon, ça. évidemment. Et les réalisateurs, on le sait, hein, ben, vous vivez tous, évidemment, comme tout le monde, mais du stress puis des peurs. Donc, on sait Mhm. que vous avez des périodes plus sombres. Tu le disais toi-même en entrevue, quand on va sur les réseaux sociaux, la vie des autres, forcément, a toujours l'air hyper positive et toujours rayonnante. Mais bon, il se passe quand même une réalité derrière tout ça, parce Ouais. qu'on le sait, vous recevez, oui, on voit vos films, vous avez forcément reçu des réponses positives. Bon, on sait que derrière tout ça, vous avez peut-être reçu une dizaine de refus Ben pour absolument, absolument. peut-être Tu même sais. ce projet-là, tu sais, qui est passé en troisième tour, ou alors des projets qui, ben, finalement, n'aboutiront jamais. Mhm. Ah non, Donc, absolument. Ben, moi, je pense qu'il faut être conscient qu'on vit dans un genre de miroir tordu. Tu sais, les médias sociaux, ça a plein de bons, mais ce que ça fait, c'est effectivement l'herbe a toujours l'air plus verte chez les autres. Puis, tu sais, c'est un principe d'intelligence sociale, mais tu sais, comme lorsque tu passes, disons, un dépôt à la SODEC, ben, souvent, tu vas dire, tu sais, grande nouvelle, bon, on a passé tout ça, mais souvent, quand tu as un refus, j'en connais pas, moi, beaucoup de gens qui vont utiliser sur Facebook pour dire, bon, mon troisième refus à la SODEC. Tu sais, il y a quelque chose qui... oui, je non, mais sais, oui. Mais c'est vrai. on ne présente pas ça publiquement. Là où, à l'inverse, on présente toujours les bons coups. Tu sais, on ne dira jamais, là, j'ai été refusé au Festival international de Tombouctou. Bon, peu importe. Mais lorsqu'on est pris dans un autre festival, ben là, donc, ça crée forcément cette espèce de miroir tordu où tout le monde a l'air de réussir. Oui, Parce que quand on réussit pas, ben, tout à coup, on se terre dans un genre de mutisme. Mais les autres, ça fonctionne assez bien, ben, eux autres, ils vont le clamer, ils vont le dire haut et oui. fort. Puis, fait que ça crée vraiment quelque chose de lourd. Puis, moi, je sais d'un point de vue externe, moi, j'ai souvent des gens qui me disent, ah, tu sais, ça va bien tes affaires, ça a l'air d'aller vraiment bien, tout ça. Puis, Ouais. je suis toujours, ben oui, je me considère super chanceux, ça se passe bien, mais il y a rien qui s'est fait en claquant des doigts, il n'y a rien qui s'est fait du jour au lendemain. Moi, j'ai fait beaucoup de courts-métrages autofinancés là, avant d'avoir fait. J'ai fini mon école à Concordia en 2011. Mes premiers sous, je les ai eus en 2015. C'est comme c'est quand même un genre de 4 ans là, à faire un court-métrage bon an, mal an, autofinancé, parce que j'ai des refus au Conseil des arts, à la SODEC, tout ça. Ouais. C'est ça, ça, c'est pas des choses qu'on dit tant que ça, mais lorsqu'on se retrouve entre artistes et qu'on en parle, c'est quelque chose qu'on partage tous. Je veux dire, il n'y a personne qui a eu tout cul dans le bec du Exactement. premier coup. Puis même, encore une fois, prenons l'exemple extrême, parce qu'on a toujours du plaisir à parler de Xavier Dolan. Mais tu sais, Xavier Dolan, ça a été des refus. Avant, j'ai tué ma mère, personne n'y croyait. Il y a eu des refus avant l'espèce de succès fou que là, maintenant, on lui connaît. Vraiment, là, genre, je ne le connais pas, cet artiste qui débarque de nulle part, puis que tout à coup, là, le chemin le tapis se déroule devant lui, puis on dirait que ça n'existe pas. Mais ça a l'air d'exister si on fait juste se fier à nos médias sociaux. Ben, oui, exactement. Puis de toute façon, même après une réussite, on ne va pas se le cacher, c'est un peu un éternel Ah recommencement. oui, On retombe tous à la case ah départ oui. à faire nos demandes de subvention, puis il n'y a aucune Ah non, garantie, il n'y a absolument, absolument. jamais aucune garantie Puis il y a de... quelque chose de très, un Tu peu sais, pervers dans ce qu'on essaie de faire pour construire une carrière à long terme, c'est qu'on est toujours jugé sur son dernier coup. ouais, Puis on dirait au Québec, on n'est pas exactement comme au baseball. On dirait qu'on n'a pas tout à fait 3 strikes. On dirait que quand t'en as eu 2 de suite, là, t'es pas mal out. Ben, je veux dire, t'as pas vraiment 3 ouais, chances comme de te planter. Peut-être 2, comme je dis, mais donc, c'est comme si ton succès passé, je vais prendre l'exemple absolu, là, parlons, mettons, de Denis Arcand, mettons. ouais, Il a une carrière incroyable en ouais, documentaire, je veux dire, il n'y a rien à prouver, mais là, tout à coup, il fait le règne de la beauté, puis là, tout à coup, tout le monde, pour vrai, là, dans mon cercle, c'était comme, Denis Arcand, c'est vraiment dépassé, tout ça, puis comme si, les 25 longs métrages qu'il a fait avant, dont plusieurs sont des films ultra importants, c'est comme s'il valait, juste parce que tu t'es autant planté une fois, il y a vraiment quelque chose de destructeur dans l'image que tu as. Puis ça, c'est une poursuite vers l'avant qui est ouais. angoissante parce que
n'as pas beaucoup de marge d'erreur en tant qu'artiste. Ouais. Puis tu peux jamais t'asseoir sur le bon coup que tu as eu il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans. Il y a beaucoup de cinéastes qui sont fatigués d'avoir travaillé sur tellement de projets qui aboutissent pas. À un moment donné, il y a cette fatigue qui tombe dessus. Même si tu fais go, 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 je reste super motivée sur ce que je fais. Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil? Ce que je trouve dommage un petit peu c'est que des fois, effectivement, on compare, on se console. Je pense que le système de financement qu'on a au Québec, au Canada, somme toute, il fonctionne assez bien. Il y a beaucoup de monde qui cogne à la porte, mais ça, c'est pas vraiment un problème du système, en tout cas. Mais c'est ça, on compare, on se console. Sauf que ce que je trouve un petit peu dommage parfois, c'est que tu as l'impression que des fois, certaines personnes, ça va prendre plusieurs années vraiment avant qu'il y ait le feu vert que ça prenait. Puis c'est comme si tu crées ton œuvre, mais quand tu n'as plus vraiment le feu sacré. On dirait qu'il y a des gens que c'est comme si le feu, il brûlait il y a 3 ans. Là, il ne brûle pas nécessairement aujourd'hui. C'est peut-être que l'histoire que tu racontes, que tu as enfin eu le feu vert après avoir mis ta langue à terre pendant des années, ben peut-être que c'est plus exactement l'histoire que tu as envie de raconter maintenant, qui te brûle de raconter. Des fois, c'est ça qui crée une œuvre un peu plus beige, un film un peu plus anonyme, un peu moins vibrant, un peu moins coloré, je ne sais pas comment le dire. Puis ça, je ne sais pas, moi, amoindrir cette espèce de feu créateur-là. Les films en pâtissent, je pense. Il y a un dommage collatéral à ça. Mais je n'ai pas de solution en disant ça. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus premier draft de n'importe qui a envie de dire quelque chose. Il faut donner de l'argent à tout le monde pour faire tous ces films-là un peu sur une impulsion créative pas possible. C'est pas nécessairement mieux. Donc, il y a une balance, c'est sûr, mais je trouve ça dur quand j'entends des cinéastes autour de moi qui disent c'est ça a pris 4-5 dépôts, je le fais, mais on dirait que la première version du scénario, ça fait 8 ans qu'elle existe, puis j'ai déjà passé à autre chose, puis on dirait qu'il faut que je vomisse mon film. Il ne faut pas que je le fasse, faut qu'il sorte, faut que je m'exorcise de ce film-là qui me traîne comme un boulet. Là. C'est pas vraiment optimal. Oui, limite, des fois, il y a même des réalisateurs qui disent, mon Dieu, j'ai l'impression que je l'ai transformé un peu pour plaire, tu vois, aux décideurs, tu sais. Donc, tu t'éloignes peut-être éventuellement un peu de ta propre flamme, tu sais, de départ. Hein? Peut-être. Bon, il y a toutes sortes d'histoires à ce sujet, mais toi, ton meilleur exercice pour rester focus, parce que ça arrive à tout le monde, tu te réveilles un matin, puis je sais pas, ton période d'écriture, bon, tu m'as dit que tu laissais passer ce moment-là, mais à un moment donné, tu as des dates de dépôt, tu n'as juste pas le choix d'aboutir. As-tu des trucs? Est-ce que l'athlète peut justement t'aider à ce moment-là? Parce que... je pense pas que c'est l'athlète à ce moment-là, par exemple. OK. Je pense que, puis je pourrais me tromper, là, puis je suis vraiment, vraiment pas la science infuse, là. Mais si je parle juste pour moi j'essaie d'avoir la clairvoyance assez tôt dans le processus de me dire, est-ce que c'est vraiment ce film-là que je veux faire est-ce que c'est vraiment ce sujet-là qui va m'habiter pendant 3, 4, 5 ans? Parce que des fois, tu es inspiré, tu es excité. Moi, ça m'arrive, des fois, tu lis le journal, tu lis un fait divers, là, tu as un flash, tu te dis, oh mon Dieu, ça ferait tellement un film. Il faut les calmer, ces espèces d'élans-là, puis il faut vraiment essayer de se dire, OK, là, mais entre se dire en lisant le journal, puis avoir une petite épiphanie, puis dire, ah, ça ferait un film, puis de se projeter 3 ans plus tard, là, à avoir écrit, réécrit, réécrit, fait un processus de casting, tourner, monter, projeter, tout ça. Bon, puis puis passer à travers les demandes de subvention. Si ça passe, on dirait que moi, je me projette beaucoup, puis je me dis, ouais, OK, peut-être que mon petit flash de journal, peut-être que c'est pas mon prochain film. T'sais, en voulant dire, puis inversement, moi, je trouve que le meilleur truc, si j'en ai un, c'est de faire beaucoup de recherches. Même des sujets qui, a priori, des fois, j'ai l'air de, tu sais, la natation, par exemple, dans le cas de Nata Butterfly, on pourrait dire, tu sais, je maîtrise quand même bien ce sujet-là. Peut-être, oui, j'ai déjà nagé, mais j'ai tout de même quand même fait beaucoup, tu sais, de recherches sur l'olympisme. J'ai vraiment, en creusant, en fait, moi, je me pose la question, est-ce que ça me donne encore plus envie de creuser ou est-ce que j'ai rapidement trouvé le fond, tu sais? Puis si tu trouves le fond assez vite dans ta recherche, c'est un très mauvais signe. En fait, moi, c'est un red flag. C'est comme si c'était peut-être une lubie d'une semaine, puis ça a passé, puis j'aurais jamais eu du gaz dans la tank pour faire un film pendant 4 ans sur ce sujet-là. Donc, tu as quand même une vision à long terme. Quand tu démarres un projet, tu vois quand même à long terme. J'essaie, puis là, en fait, c'est drôle, encore une fois, le film que j'écris,
en fait, l'idée, l'impulsion créative est même pas venue de moi, est venue de Dominique Dussault, donc la co-scénariste. Puis quand elle m'a demandé, est-ce que tu veux embarquer dans le projet, tout ça, j'ai été très prudent avant de dire oui. Tu sais, je dis, moi, si je te dis oui, mais à 110%. Par contre, je peux pas te dire oui, puis ensuite me rendre compte dans 3 mois que, hey, c'était peut-être pas le film, c'était peut-être pas The One, là, c'était peut-être pas c'est vraiment ça. Donc, j'ai été très prudent, j'ai recherché, j'ai lu beaucoup, j'ai été comme quelques mois un peu ambivalent avant de vraiment me commettre. Puis, à un moment donné, j'étais donc tombé dans le cercle vertueux qui est, ah ben là, non, plus je recherchais, plus je trouvais ça hot. Puis là, on dirait que là, il y a un film qui a commencé à poindre. Mais ça vient avec une espèce de je pense, une genre de clairvoyance de à quel point on est excité par notre propre recherche. J'ai un court-métrage très curieux parmi mes courts-métrages qui s'appelle Blonde aux yeux bleus, qui est un film sur les concours de beauté pour jeunes filles en Floride. Oui, je l'ai vu. Puis, OK, ben cool. Mais tu sais, il y a plein de monde qui m'ont demandé, ça sort d'où? Pourquoi toi, tu as envie de parler de ça? Puis je suis comme, moi, c'était une fascination sociologique. Là. C'était vraiment, plus je recherchais sur le sujet, plus, ben déjà, je trouvais que les points de vue étaient tellement dans leur tranchée, puis c'était tellement propagandisé que les œuvres avec un minimum de nuances étaient tellement rares que je me suis dit, ah, ça c'est intéressant. Tu sais, là, il y a une petite porte d'entrée pour en faire une œuvre autre. Ouais. Mais c'était vraiment simplement, la vraie réponse à ça, c'était plus je faisais de la recherche, plus j'étais fasciné. Puis je me suis dit, à un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte. Tu sais, je ne peux pas juste continuer à lire sur les concours de beauté puis rien faire avec ça. Tu sais. Donc, il y a des fois, ça t'a donné la motivation. Ouais. Ben oui, exact. Puis vraiment, puis des fois, il faut se méfier des petites épiphanies qui des fois, se consument en quelques semaines. Tu sais. Oui, tu as raison. Est-ce que tu es quelqu'un qui lit sur le développement personnel? Ou? Pour être franc, pas tant que ça. Tu sais, moi, mon heure libre, souvent, peut-être je suis plus un grand regardeur de films que lecteur. Je lis des romans, je lis quand même. Là, je veux dire, au bout d'une année, j'ai quand même plusieurs bouquins derrière ma cravate, mais c'est beaucoup par le cinéma. Puis je pense que le cinéma, c'est tellement l'art de l'empathie que tu t'intéresses forcément à la psychologie par la fiction, par les histoires qui te sont racontées. L'identification, c'est mystique, c'est mystérieux. Tu sais, pourquoi je m'identifie à des fois des personnages qui me ressemblent, mais pas du tout. Mais on dirait qu'il y a un dénominateur commun dans l'expérience humaine qui est belle, que les grands cinéastes réussissent à faire passer à l'écran. Puis en ce sens, oui, je pense que la psychologie m'intéresse, mais beaucoup par la fiction. Je n'ai pas lu, je m'y connais peu en théorie sur la psychologie, mais... Ben, le réalisateur ou la réalisatrice doit quand même être un peu un fin psychologue aussi quand même pour bien maîtriser ses personnages. Peut-être. Sauf que c'est drôle, on dirait que je me demande la part de moi qui a appris un peu tout ça, finalement, par le prisme de la fiction versus quelqu'un qui a réellement un regard précis sur le monde qui m'entoure. Ça fait drôle un peu à dire, hein, mais on vit tellement dans un monde d'images en mouvement, puis on est baigné là-dedans que je sais pas que le réel, est-ce que c'est l'irréel qui crée le réel ou vice-versa? En tout cas, là, on rentre dans des gros questionnements, mais ça me fait peur de me psychanalyser là-dessus parce que peut-être que c'est les images que j'ai consommées toute ma vie, peut-être, je me l'avouerais peut-être pas, mais peut-être ont pris tellement de place dans notre regard au monde, notre regard aux sociétés, notre regard point, je sais pas. Le cinéma nous fait évoluer, hein, forcément. Ben, je pense que oui. Je pense qu'on même on devient une personne plus sensible, tu sais, quand on regarde beaucoup de films. Puis beaucoup de films, tu sais, moi je regarde de tout, mais tu sais, quand on fait juste regarder le film de Marvel, puis j'ai rien contre là, mais tu sais, c'est pas nécessairement ces films-là qui vont nous rendre peut-être plus sensibles au niveau psychologique, mais quand on les contrebalance avec toutes sortes d'œuvres. Je pense que oui, globalement, ensuite, ça nous rend sensibles. Le cinéma nous rend sensibles et empathiques, je pense. Là, tu vois, à chaque année, depuis 3 ans, je suis dans le jury préliminaire d'un festival de court-métrage en Corée du Sud. Donc, c'est la période de l'année où là, je viens de recevoir mes 300 courts-métrages. Ah là là. J'aime ce moment-là. Je sais que je vais faire le tour du monde à chaque fois, mais je sais
que je dois me conditionner à l'avance pour regarder tous ces films. Puis c'est pas une question de temps, puis ça va être long. Puis non, j'aime ce que je fais, mais je dois me préparer mentalement parce que je le sais que ça va me transformer. Ça va me transformer. Il y a des films qui vont me rentrer dedans, qui vont me bousculer. Des fois, je dois attendre quelques heures avant de voir l'autre film parce que je dois vraiment absorber ce que je viens de voir. Donc, tu vois l'impact, que ce soit un documentaire, beaucoup les documentaires, mais les fictions aussi, ça peut provoquer des choses en toi. Mais tu viens en fait de mettre le doigt sur la raison, une des plus grandes raisons pourquoi, même si je suis quand même assez cinévore, là, je regarde des films presque à tous les jours et bon, tout ça, j'aurais peur de devenir, par exemple, un programmateur à temps plein. Déjà là, j'ai une carrière de cinéaste, puis je le considère pas nécessairement, mais tu sais, fut un temps, quand on sort de l'école, puis qu'on lance plein de pierres dans les airs, tu sais, c'est sûr que moi, tu me dirais, mon Dieu, être payé pour programmer, écouter des films toute la journée, le rêve, tu sais, j'étais vraiment pendant longtemps, moi, c'était le rêve, là, tu sais, j'aurais pas pu avoir mieux. Puis aujourd'hui, on dirait que ça me fait peur parce que on dirait que j'ai peur de me désensibiliser, puis j'ai pas envie de me désensibiliser. Tu sais, j'ai encore, une fois de temps en temps, il y a des films qui m'émeuvent, qui me font pleurer, ou qui me font vraiment rire aux éclats, tu sais, des réactions viscérales. Puis on dirait qu'à toutes les fois, c'est comme, OK, cool, tu sais, ça peut encore m'arriver. On a peur d'automatiser puis de robotiser, on dirait, ou de surintellectualiser comme toutes les images en mouvement qui nous sont présentées. Vraiment. Puis c'est peut-être faux. J'ai des programmateurs à qui j'ai déjà parlé de ça, puis qui m'a dit, moi, ça m'est jamais arrivé, de devenir un peu nom, là, de voir tellement d'images que tu en deviens un peu, c'est un peu amorphe, un peu, je sais pas comment dire. Blasé Blasé, peut-être. C'est peut-être ça le mot aussi, je sais pas. Puis moi, on dirait que j'essaie je me dis, c'est tellement mon arme ultime pour nourrir ma carrière de cinéaste, de rester un cinéphile, je pense, somme toute assez sensible. Puis, tu sais, je suis un assez bon public, là, malgré tout. Bon, évidemment, j'aime pas tout, là. Mais, tu sais, je suis pas un cinéphile blasé où on dirait que le film est condamné d'avance, puis on dirait qu'il me doit de me plaire. On dirait que non, moi, quand je commence un film, a priori, je vais avoir un bon temps, puis peut-être que je vais pas aimer ça. Mais tu sais, ce que je veux dire, j'ai la présomption d'innocence. Moi, les films, ils sont présumés bons avant de pas l'être, plutôt que l'inverse. Mais t'accroches pas juste sur la technique, justement. Tu te laisses encore bercer par l'histoire. T'arrives même comme réalisateur, mais il y en a qui sont vraiment bloqués par la technique. Tu vois, ils vont voir les erreurs de raccord. Non. Mais ça toi, tu arrives à rentrer dans l'histoire. Exact. Ben, ça, évidemment, je le vois dans les films de certains, mais souvent, c'est pas des films coup de cœur de toute façon. Les films où on remarque ou même la caméra, juste la caméra prend énormément d'attention sur mon appréciation d'un film. Souvent, ça sera pas parmi, effectivement, mes coups de cœur de l'année, souvent. Puis je suis vraiment content. C'est comme un reset. On dirait que je me prouve à moi-même que je suis encore capable d'être bon public. Quand justement un film m'émeut, comme là, récemment, là, j'ai vu Lover's Rock là, de Steve McQueen. Magnifique, vraiment. Là, c'est un des films de l'année, justement. Puis en grosse partie parce qu'il y a des moments où j'étais juste ému de beauté. Il y avait un moment cinématographique, son et image et musique. Dans ce cas-ci, il y a beaucoup de musique. Puis j'ai vraiment, sans même réfléchir pourquoi j'avais les larmes aux yeux, ah ben là, on est vivant. Je suis encore capable d'être ému par des images façonnées par les autres. Puis ça, c'est, mon Dieu, ça prend ça, il faut rester vivant. Là. Puis ensuite, tu essaies, peut-être, au pire, le film continue à vivre dans ta tête, dans ton intellect, puis on réfléchit à pourquoi j'ai vécu quelque chose de viscéral comme ça. Mais ça, on se le garde pour après ou on se le garde pour des écoutes subséquentes. Je pense qu'un grand film, un bon film, fait juste nous happer par un flot d'émotions. Puis je pense qu'il ne faut pas effectivement, se blaser au point de plus les vivre, ces moments-là. J'ai lu dans une entrevue que tu aimerais éventuellement, peut-être dans les années à venir, réaliser une comédie musicale, c'est vrai? Tellement. Un de mes films, mon film de fin de bac à l'Université Concordia, c'était en fait une comédie musicale dans une maison de retraite. Et c'était où tout mon amour des films de Jacques Demy y est passé. Là. Bon, évidemment, quand tu es étudiant, je pense qu'on a la référence plus facile. Là. Je pense que plus on vieillit, puis plus de film en film, on finit par avoir un regard qui devient plus original. On est moins dans l'emprunt, je pense, de film en film. Donc, si je faisais un musical, ça serait pas juste un genre de pastiche de Jacques Demy, là, clairement.
Mais ouais, vraiment. Puis peut-être plus tôt que tard, là, peut-être après ce film-ci, j'aimerais vraiment ça, essayer de creuser l'univers des musicals, puis d'essayer de... Mais ensuite, c'est de trouver qu'est-ce que toi, tu as à dire avec ton film. Moi, je veux pas juste créer pour créer. Je pense qu'il y a tellement de films qui existent dans le monde que un de plus, je veux dire, personne ne l'attend. En voulant dire, si je crée quelque chose, j'espère que c'est parce que ben, il y a quelque chose de ardent que j'ai envie de dire, de communiquer, puis que le film est le médium pour le faire. Donc, bref, il faut toujours recentrer. Il ne faut pas juste satisfaire son ego puis son besoin de créer pour créer. If it makes sense. Ouais. Mais donc, on verra. Mais oui, moi, les Gene Kelly, les Fred Astaire, Ginger Rogers, les Jacques Demy, ça, je suis un grand fan. On verra. À suivre. Ah, écoute, je te le souhaite, puis je me réjouis à l'avance de voir cette comédie musicale. Mais j'aimerais ça faire un musical, soit un musical punk rock ou un musical metal, quelque chose d'un peu étrange, là, pas... Ouais, en tout cas, à suivre, écoute, c'est un beau projet, je t'encourage. Et bonne période d'écriture. Merci. Des fois, je m'emballais, hein, je m'excuse si, mon Dieu, des fois, je j'étais excité à matin. Non, c'est super intéressant, écoute. C'est vraiment super intéressant. OK, bon. C'est déjà la fin. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps à nous écouter. Cinéritage est également disponible sur ma chaîne YouTube. Merci de vous abonner, liker, partager et commenter. Pour ne rien manquer, merci de vous inscrire à mes emails privés. Tous les liens sont en description. Alors voilà, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À bientôt et portez-vous bien.